Salut à tous, bienvenue dans cette première leçon sur l'analyse et conception orientée objet. J'espère que vous allez super bien. Si vous êtes développeur ou si vous êtes ingénieur et que vous ne voulez pas rester développeur ou ingénieur lambda, vraiment vous marquer dans des entreprises, vraiment participer à la conception d'un projet, d'un logiciel, alors il est obligatoire, il est primordial pour vous de maîtriser l'analyse et la conception orientée objet. Un groupe d'ingénieurs ou de mercenaires en développement ont rencontré ce problème auparavant. Lorsque vous développez un logiciel, de prime abord, vous avez l'idée. Maintenant, vous voulez concevoir le logiciel. Vous pouvez débuter directement par l'écriture du code, après avoir compris le problème que vous voulez résoudre. Mais quand le logiciel devient complexe, ou quand la charge de travail devient énorme, vous faites appel à d'autres ingénieurs ou d'autres développeurs. Et là, quand ils arrivent, il n'y a pas d'analyse et de conception fait. Il y a juste de l'implémentation, c'est-à-dire du code. Il va donc falloir les expliquer, votre code, ce que vous avez fait. Et cela prend énormément de temps quand c'est un logiciel complexe. Pour cela, en 1997, on a donc standardisé le UML, le Unified Modeling Language. C'est un langage de modélisation des composants d'un logiciel qui présente non seulement les relations entre les différents composants du logiciel, mais aussi le comportement de chaque objet dans le système. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Moi, c'est Donald, ingénieur de formation, principalement intéressé par les domaines tels que le software engineering, l'analyse de données et le machine learning. Donc, si l'un de ces domaines t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, déjà, c'est de t'abonner. Et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie un nouveau tutoriel. Cela est dit, c'est quoi donc le UML ou le Unified Modeling Language? C'est un langage de modélisation unifié qui offre une norme pour la modélisation logicielle. Il permet de visualiser un projet, bien sûr, de spécifier, de construire et de documenter les artefacts ou les parties d'un système. Alors, en résumé, quand on a un projet qu'on veut développer, on analyse, on va faire un brainstorming. Après cela, il va falloir donc mettre sur pied des diagrammes qui permettent de visualiser le système en fait. On va spécifier des objets. On va les mettre en relation. Et on doit documenter tout cela. Cela permet que si un nouveau développeur rejoint le projet, ou si vous avez des problèmes de conception, il faut revenir donc sur le UML, sur l'analyse et la modélisation. Et non d'aller dans le code et essayer de chercher ou modifier quelque chose. Il faut rentrer, modifier d'abord les diagrammes. Ce qui fait que un projet bien modélisé et très bien analysé peut durer dans le temps. Les avantages d'utiliser le UML. Déjà, facilitation à la collaboration. Donc, ça facilite la collaboration. Le UML permet une collaboration sans faille entre les membres d'équipe d'ingénieurs logiciels. Conception structurée. Les ingénieurs peuvent concevoir des logiciels de manière structurée, en identifiant clairement les objets, les classes et les relations entre eux. Développement efficace. Facilite le développement efficace des logiciels en permettant aux ingénieurs de comprendre les spécifications et à traduire ces spécifications en code. La généralisation du UML. Comme je l'ai dit au début, le UML, c'est un langage de modélisation standard. Pour cela, ça a une structure qu'il faut comprendre. Quand vous allez comprendre cette structure, alors vous êtes prêt à participer au vrai développement de logiciels ou à la vraie conception. Déjà, on a le UML proprement dit. Donc, le modèle conceptuel du UML peut être maîtrisé en apprenant les trois principaux éléments suivants. Premier élément, le bloc de construction UML. Deuxième élément, les règles pour connecter les blocs de construction. Le mécanisme commun de l'UML. Vous n'avez pas besoin de retenir ça. OK? Mais sachez juste que le UML est divisé premièrement en trois. Il y a les blocs de construction qui représentent en fait les diagrammes. Ensuite, il y a les règles
les règles pour connecter ces différents diagrammes. OK? Et maintenant, il y a un mécanisme commun au UML en fait, propre au UML. Maintenant, les blocs de construction sont divisés en 3 groupes. Il y a d'abord les groupes proprement dit, pour différencier les différents diagrammes. Ensuite, on a les relations entre les différents diagrammes. Et enfin, on a les diagrammes proprement dit. D'accord? Maintenant, on va passer au groupe. Les groupes déjà sont divisés principalement en 2 grands groupes. Certains parleront de 4 groupes, mais ce qui est important ici, c'est les 2 grands groupes que je vais présenter. Le premier grand groupe, c'est les diagrammes structurels. Et le deuxième grand groupe, c'est les diagrammes comportementaux. Les diagrammes structurels, en fait, représentent OK, les composants statiques du système et le met en relation. Ici, on va parler des diagrammes de classe, les diagrammes d'objets, etc. Donc, ce sont des diagrammes, en fait, qui montrent les différents composants du système, OK, comment ils sont en relation, tout simplement. Maintenant, on a le diagramme comportementaux, comme son nom l'indique, qui montre l'interaction entre les objets. Exemple, le diagramme de séquence, le diagramme d'activité. Mais ici, ce n'est pas encore le moment. Donc, en résumé, vous devez comprendre que le UML est divisé premièrement en 3 grands groupes que vous devez maîtriser. Premièrement, les règles pour connecter les blocs que nous allons voir dans la leçon 3. Le bloc de construction UML que nous allons continuer dans la leçon 2. Les mécanismes communs du UML que nous allons voir tout au long de la formation. Maintenant, le bloc de construction UML est divisé en 3. Nous avons les groupes, les relations et les diagrammes. Les groupes, c'est pour différencier les différents diagrammes parce que le UML a plus de 16 diagrammes. D'accord? Donc, ces diagrammes sont divisés donc en plusieurs groupes. Maintenant, les diagrammes ont des blocs. OK? Ces blocs sont mis en relation parce qu'on va appeler des relations. Et il existe différents types de relations. Qu'est-ce qu'on va voir dans la leçon 2 en fait? Donc, dans la leçon 2, nous allons donc voir les relations. Merci d'avoir suivi cette première leçon. Si vous avez aimé, laissez-nous un pouce. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à aller vers la partie commentaires. Merci.